Bonsoir à tous et merci effectivement d'accueillir bien chaleureusement Monsieur Thomas d'Azimbourg qui est parmi nous ce soir. C'est vraiment un honneur que vous nous faites de votre présence. Moi, je suis émue. Ça fait longtemps qu'on vous attend, donc c'est un grand moment qu'on va tous partager ensemble. On vous a fait un peu attendre, mais parce que nous sommes 1200 ce soir. Donc déjà, merci du fond du cœur d'être aussi nombreux. Ouais. Ah, c'est pour vous, hein. Mais c'est la première fois qu'on passe sur une salle aussi grande, donc c'est juste extraordinaire, quoi. Voilà. Je me présente, je m'appelle Muriel Calventus, je représente l'association One Conscience Environnementale qui organise cet événement, et donc je me permets de prendre la parole 2 petites minutes avant que la conférence démarre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis maintenant 5 ans et on vous propose donc des événements variés sur le vaste thème de la conscience environnementale dans le but de partager avec vous, de sensibiliser et aussi possiblement de transformer. Donc c'est pour ça aussi qu'on est très heureux de vous voir aussi nombreux. Dans l'actualité de la rentrée, je suis ravie de vous présenter la nouvelle identité de notre association. Ça me tient à cœur de prendre 1 minute, même si on n'a pas beaucoup de temps. Le logo, il arrive tout droit, c'est une jeune femme qui l'a créé, qui s'appelle Victoria Ivaldi. Et ce petit bonhomme, c'est lui que vous allez retrouver maintenant sur les événements. Il a l'air tout simple comme ça, mais en fait, il représente toutes les valeurs de notre association. On reconnaît ici l'œil, qui représente la conscience et l'éveil, mais aussi le haut du One. Le C de la conscience, mais aussi de l'ouverture vers le monde, les couleurs solaires, la chaleur, la convivialité, le côté humain, et puis la forme globale où on voit qu'on part de l'intérieur pour aller vers la transformation collective. On l'adore. Il y a même le petit côté tribal en référence au peuple racine, donc il fallait absolument que je prenne 1 minute pour vous en parler parce que je suis très heureuse de cette nouvelle identité dotée de sens. Pourquoi vous partez, Thomas? Hein? Ah, ok. Voilà. Juste vous parler du programme aussi parce qu'il est incroyable. Ce soir déjà, une fois de plus, moi je suis très honorée de vous recevoir et qui plus est sur le thème de réenchanter le monde. On va aborder d'autres thèmes sur le développement personnel qui sont également franchement merveilleux. Moi je suis très heureuse. Au mois d'octobre, on recevra Boris Cyrulnik qui viendra nous parler d'amour. Au mois de novembre, on recevra Charles Pépin pour nous parler de la joie. Et au mois de février, on recevra Bernard Werber. On est content. Et petite info de dernière minute, un auteur de best-seller aussi qu'on va caler en février, Stéphane Alix, qui viendra nous présenter ses derniers ouvrages. Donc voilà, vous ouvrez un bal incroyable Thomas, donc merci beaucoup. Et il y a un autre thème qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui des peuples racines. Donc ceux qui nous connaissent savent qu'on organise régulièrement des événements sur ce thème-là. Ça nous tient aussi à cœur parce que ce sont les gardiens du vivant. Je dis toujours que c'est 6% de la population pour 80% de la biodiversité. Ce sont des gens qui ont leurs droits, aussi bien humains, terrestres, leurs savoirs ancestraux qui sont menacés. Et donc c'est vraiment important pour nous de les soutenir, surtout qu'une fois de plus, ils ont cette approche du vivant où ils sont vraiment en connexion et c'est quelque chose que l'on tient à soutenir. Et donc je suis très fière aussi de vous annoncer que le 3 octobre, on recevra une grande dame qui s'appelle Tanone, c'est une cacique, c'est-à-dire qu'elle est chef représentante de son peuple au Brésil, les Cariri Choco, et donc elle viendra nous parler de ses connaissances, de ce qui se passe sur ces terres, mais aussi de ses traditions. Donc ça sera c'est à la fois une conférence et cérémonie. Et au mois de novembre, nous recevrons Lyudmila Oyun. On partira au cœur de l'Asie, en Sibérie, puisqu'elle représente la Touva. Donc voilà. Pour terminer, je voudrais juste remercier du fond du cœur toute l'équipe de bénévoles. Si vous pouvez vous lever ou vous ramener 2 secondes au moins devant ici. Venez là, parce que c'est aussi grâce à eux que la soirée elle a pu avoir lieu. Ils sont juste merveilleux. Il y a un truc qui est en plus assez génial, c'est que vous allez voir qu'il y a
On a une moyenne d'âge qui est assez extraordinaire. On a plein de jeunes, il y a plein de jeunes qui ont l'âge de 15 ans qui sont là ce soir. Et je voulais aussi les mettre en avant parce que One, c'est une grande famille. Et ce soir, ils ont tous des super pouvoirs. Ils sont invincibles. C'est une référence à un film documentaire extraordinaire dont on a organisé l'avant-première. Invincible été, qui a été réalisé par Stéphanie Pilonka. Je ne peux pas vous en parler, évidemment, mais c'est une association qui lutte contre la SLA, la maladie de Charcot. Donc tous les bénéfices de ces t-shirts vont pour la recherche sur les maladies neurodégénératives. Le documentaire, c'est une ode à la vie, à la résilience. Donc nous, on est très heureux de les encourager ce soir et de les mettre en avant. Voilà. Et puis, je vous invite à aller chercher vos super pouvoirs et à devenir vous aussi des invincibles. Merci à tous. Et puis, il est grand temps pour moi de laisser la parole à Thomas d'Azembourg. Je sais que vous l'attendez impatiemment. Donc, merci du fond du cœur, une fois de plus, de m'avoir écouté. Thomas. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre votre micro. Oui, pardon. Merci beaucoup Muriel pour votre accueil, merci à l'équipe qui a organisé derrière et merci profondément à vous d'être là si nombreux. Je suis extrêmement touché de voir une salle aussi remplie. J'anime régulièrement des conférences, comme sans doute vous le savez. Toutefois, je considère toujours que c'est un vrai privilège que les personnes soient là le soir et me fassent cette confiance de passer 1h30 ensemble à explorer un sujet. Merci de votre amitié. Dans ce parcours, dans la plupart de mes conférences, je reprends des éléments d'autres conférences. Il est possible que vous m'ayez déjà entendu dire certaines choses ou prendre certaines images. Je réinvente pas la roue à chaque fois, même si c'est toujours un peu dans un ordonnancement différent. Et ce que j'espère simplement, c'est que si vous réentendez la même chose, vous ne l'entendez pas au même niveau de conscience. Et que vous aurez affiné certaines perceptions de plus en plus. Et enfin, si jamais c'est un peu long et que vous vous endormez et qu'il y a trop de mots, il n'y a qu'une chose à retenir. Nous disposons pour nous transformer et transformer notre petit monde, pas le monde, mais notre petit monde. Nous disposons pour nous transformer et transformer notre petit monde d'un pouvoir aussi considérable qu'ignoré. Alors allons en rencontre de ce pouvoir considérable qui est en nous de transformer et de réenchanter le monde. C'est bien le thème de ce soir, réenchanter le monde. Réenchanter le monde, mettre le meilleur de soi au service de tous par un travail d'intériorité que j'ai appelé citoyenne, parce que ce travail de discernement sert à la vie communautaire. Et dans le titre « Réenchanter le monde », on entend qu'il aurait peut-être été enchanté et que nous en avons peut-être la nostalgie. Et effectivement, dans mon travail d'accompagnement des personnes depuis plus de 30 ans, à travers les cycles et les saisons de l'existence et les méandres de la vie, en commençant par m'accompagner évidemment moi-même, j'ai pu réaliser que nous sommes nombreux à être nostalgiques de l'enchantement. Comme si nous étions ici en exil, en terre étrangère, loin du foyer, loin de la maison natale. Et c'est une des choses qui m'a amené moi-même en thérapie. J'étais quelqu'un de joyeux en société, j'aimais la fête, les tablés, les sorties avec les copains, mais je rentrais dans mon petit appartement de célibataire, j'étais triste, j'étais nostalgique. Comme si une petite voix me disait ça avait été mieux avant, ou peut-être ailleurs. Et c'est ça que je nous propose d'explorer. Ce serait quoi ce ailleurs, ou ce serait quoi ce avant? En tout cas, aujourd'hui, nous sommes nombreux à être partagés entre cette nostalgie d'un état de plénitude, de profond contentement, et le constat que le monde merveilleux promis par la raison, le siècle des Lumières, et la science, un monde de justice, de partage, d'abondance pour tous, de sécurité et de confort, eh bien, ce monde merveilleux, nous ne l'avons pas atteint, et il se révèle plutôt une déconvenue, comme disait Pierre Rabhi. Pour ne pas dire une embuscade. Parce qu'effectivement, nous nous sommes accoutumés à consommer une énergie phénoménale et nous avons bien du mal à réduire cette demande d'énergie pour simplifier et retrouver une sobriété heureuse. Et
Ce sera les seules minutes tragiques de ma conférence, assurez-vous. On va quand même parler d'enchantement beaucoup. Dans ce monde, nous avons effectivement pris l'habitude de certains mécanismes que j'explore dans une autre conférence, je les nomme simplement ici. Nous sommes souvent pris dans une culture du malheur, un goût du drame, un attachement à la souffrance. On voit le verre à moitié vide, mais curieusement, on ne le voit pas à moitié plein. Ça nous plombe. Nous avons absolument besoin de démanteler cette habitude et d'honorer la vie quand elle est là, pleine. Et puis nous avons créé une culture de rapport de force combatif, domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction, fuite. Nous avons besoin d'apprendre à créer des rapports collaboratifs, des rapports de rencontre, d'empathie, de convivialité, d'inclusion. Et puis nous avons créé une culture de la méfiance, contraction par rapport à la nouveauté, au changement. On a un peu peur de ça, alors que du changement, il y en a tout le temps. Et qu'il va y en avoir de plus en plus. Et que nous avons donc besoin de nous préparer par l'enchantement à accueillir les changements plutôt que d'en avoir peur. Parce que quand on a peur, on devient vite agressif. Et puis nous avons créé une culture de la séparation, division, morcellement, notre esprit très cartésien met les choses dans des cases et en polarité, soit de ceci, soit de cela. C'est fini. Nous avons besoin de penser et ceci et cela, dans une conscience inclusive. Et enfin, nous avons créé une culture dans laquelle on se bat contre le temps, ce qui est absurde évidemment parce qu'on n'aura jamais gain de cause, au lieu de voir le temps comme un allié, comme ce qui nous permet de réaliser nos projets et d'en faire un compagnon de route tranquillement sur le voyage. Et dans cette culture de voir le temps comme un ennemi plutôt que comme un allié, eh bien nous sommes piégés dans la course à tout bien faire contre le temps. Et le risque, évidemment, vous l'aurez perçu, c'est que si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie, inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire. Tout est compacté. Et je n'ai plus le temps de m'asseoir dans la chaise du discernement pour aller voir comment je me sens. Qu'est-ce que ça dit de moi? Où est ma boussole? Ma boussole à moi. Et mon or à moi. Pas le copier-coller de ce qui se passe autour de moi, dans les tendances et dans les modes, mais ce qui donne un sens personnel et vivant à mon existence. Parce que j'ai lu dans des bouquins, ou reçu dans une tradition, ou vu faire autour de moi, ça me parle peut-être par petites miettes et par petits morceaux, mais ce que nous cherchons pour nous enchanter, c'est la puissance de vie qui nous traverse et qui nous invite à nous mettre au monde. Mais pour ça, nous avons besoin de revisiter certains systèmes de pensée. Et ça peut être intéressant de regarder que nous avons créé un monde qui correspond à notre système de pensée. Bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si nous pensons autrement, on peut créer un autre monde. Et je pense rapidement à 3 aspects de la compréhension du monde par la science. Et je ne vais pas réduire les 3 scientifiques que je vais nommer à ce qu'ils ont apporté, mais c'est juste parce qu'ils ont apporté de grandes choses à notre humanité, bien sûr, mais juste pour montrer qu'on a pu être pas mal quand même limité dans le regard. Pensons à Newton et à l'époque la théorie mécaniciste. Le monde est une grande horloge. Il y a des mécanismes, ça tourne. Il y a peut-être eu un horloger, mais sans doute qu'il a fermé boutique. Et il n'y a pas de finalité, on ne sait pas à quoi ça sert. Lorsqu'on pense le monde comme une grande mécanique, une grande horloge, avec un horloger qui est parti et qui n'a pas de but à ce projet, on crée un monde qui correspond à ça. La vieille dame, elle est morte dans sa barre d'immeuble depuis 3 mois. Elle a séché dans son lit. Personne ne l'a vue. Pourquoi? Mais parce que personne ne la voyait jamais. Et ça n'a surpris personne. Personne n'a vu qu'elle avait disparu du circuit. On a créé un monde qui tourne, il y a des petits rouages, oui ça tourne, mais il n'y a pas d'interaction et il n'y a pas de finalité. Si on regarde le système de pensée de Descartes, l'esprit est distinct de la matière. Il n'y a à l'époque pas de complexité, la compréhension scientifique de la complexité du monde est arrivée seulement à la moitié du siècle précédent. À l'époque de Descartes, on peut réduire la matière à la somme des parties. La somme des parties fait le tout.
Donc si je coupe une truite en petits morceaux, que je remets les morceaux ensemble, j'ai de nouveau une truite. Ben non. La complexité nous permet de voir qu'il y a des propriétés émergentes qui font que le tout est plus que la somme des parties. Mais ça, c'est la pensée complexe qui va nous permettre d'aller voir, on le verra tout à l'heure dans la conférence, que notre monde est infiniment plus enchanté que simplement une matière inerte dans laquelle il n'y aurait pas d'esprit. Parce que si je pense que l'esprit est distinct de la matière est vulgaire, on peut en abuser, on peut la gaspiller, on peut en faire n'importe quoi. Et c'est bien ce qui arrive à notre pauvre monde aujourd'hui. Et à cette époque-là également, la science s'arrête à ce qui est mesurable et quantifiable. Il n'y a pas de place pour le subtil, pour l'invisible. Aujourd'hui, heureusement, et on en parlera, la physique quantique nous fait regarder la matière et le vivant et les interactions de façon infiniment subtile. Il y a de l'invisible, manifestement. Et il y a du subtil qu'on ne peut pas quantifier. Et donc nous allons pouvoir voir que les découvertes nous montrent un monde beaucoup plus enchanté. Et j'en termine par Darwin et la théorie de l'évolution, que vous connaissez, et soi-disant la petite loi de l'évolution qui serait manger ou être mangé. Si je pense le monde comme manger ou être mangé, ben vous ne pouvez pas que c'est ça la loi de l'évolution. Je vais créer un monde qui correspond à cela. Et il ne faut pas vous faire un dessin. Le système capitaliste outrancier que nous avons créé fonctionne sur ce modèle. Et c'est un aspect du travail de Darwin, parce qu'il a également, mais on n'en a pas fait autant d'écho, nommé l'entraide. Et que les espèces qui survivent sont celles qui ont appris à s'entraider. Mais évidemment, vous le savez comme moi, certains régimes totalitaires ont bénéficié de l'idée que la loi de la nature, c'est manger ou être mangé. Et c'est ce qu'on a retenu de Darwin. Aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, nous avons d'autres façons de regarder la nature et que ça peut nous donner un regard infiniment plus enchanté sur la vie, le vivant et la matière. En transformant nos systèmes de pensée, nous allons regarder le monde autrement. Et ça nous permet d'intégrer une première proposition. Dans pratiquement toutes mes conférences, quel qu'en soit le sujet, je rappelle la formule de Paul Watzlawick, grand chercheur, psychologue, psychanalyste, un des fondateurs de l'école de Palo Alto, et de l'analyse systémique. L'individu est dans un système, il est dans une écologie relationnelle, et on va regarder comment ça fonctionne autour. Il y a des interactions qui font qu'il est ce qu'il est. Et un des principes de l'analyse systémique, c'est si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Alors entendu comme ça paraît une lapalissade. On se dit, mais oui, mais c'est complètement évident. Et peut-être que certaines parmi vous se disent, oui, je devrais faire un petit peu autrement avec moi-même. Si je fume, par exemple, ou si j'ai tendance à prendre un peu de poids ou de ne pas faire assez d'exercice, je devrais faire autrement. Je devrais peut-être faire autrement avec mon conjoint ou mon enfant. Je devrais peut-être faire autrement avec mon équipe de travail, etc. Et je pense que collectivement, nous sommes bien conscients que par rapport à la planète, au climat, aux ressources et à la biodiversité, il est plus que temps que nous fassions autrement. Nous serons d'accord qu'il faut faire autrement. Mais je vous pose une petite question toute simple. Comment vas-tu faire autrement si tu penses pareil? C'est juste impossible. La seule façon de faire autrement, c'est de revisiter le système de pensée qui a présidé à ce que je faisais jusque-là. C'est pour ça que je vous ai rappelé les scientifiques, parce que ça a programmé notre cerveau d'une certaine façon. Et donc on agit d'une certaine façon. Et on obtient un certain résultat. Mais nous avons le pouvoir de nous asseoir de nouveau dans la chaise du discernement et de réaliser, tiens, quand je pense comme ça, j'agis comme ça, j'obtiens ça, ça me convient? Ça convient à la communauté humaine, ça convient à la planète. Si la réponse est négative à une de ces trois petites questions, il est plus que temps que j'apprenne. Parce que ça s'apprend, ça ne tombe pas du ciel. Et ce n'est pas un clic sur un écran suivant sur l'ordinateur, c'est un processus d'apprentissage. Vous n'avez pas appris à conduire une voiture ou à jouer au foot ou au tennis ou à parler des langues étrangères en 3 minutes. Vous avez travaillé à intégrer ces pratiques. Eh bien, nous avons besoin d'apprendre donc à
pivoter à l'intérieur de nous-mêmes. J'aime cette image qui montre qu'on va passer à un autre palier de conscience, pivoter comme sur une sorte de vis d'Archimède intérieur pour petit à petit réaliser, mais peut-être je pourrais apprendre, je redis que ça s'apprend, à penser plutôt comme ça. À ce moment-là, j'agirai plutôt comme ceci et j'obtiendrai plutôt tel résultat qui sera plus favorable, tant pour moi que pour la communauté humaine, que pour la planète. Pivotement intérieur. Parce que je me suis sondé et remis en question. Et je n'ai pas pris mon système de pensée pour acquis. Il s'est formé pour telle ou telle raison, ce n'est pas la seule façon de penser. Et ça, c'est l'urgence contemporaine, évidemment, pour réenchanter le monde. Arrêtez de croire qu'il n'y a qu'une seule façon de penser, qui nous amène à faire qu'une seule chose, qui est malheureusement jusqu'ici, surconsommer les énergies de notre pauvre planète. Mais vous voyez que ce n'est pas confortable. Hein? Le premier inconfort, c'est de s'asseoir avec soi-même en silence. Qui fait ça? Certains le font, certainement, certaines aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas encore répandu que tout le monde prenne un moment d'hygiène de conscience. Je m'assois avec le premier humain dont j'ai la charge, qui peut, par sa posture, par son attitude, par sa vision, être au service de la vie communautaire, et travailler à la solution, mais qui peut aussi, s'il n'a pas fait ce travail de discernement, bousiller le bazar, si vous me permettez l'expression, et compromettre, justement, entretenir le problème. C'est pour ça que je parle d'intériorité citoyenne. Notre vie intérieure ne regarde pas que nous. Elle commande et même féconde notre capacité d'interaction avec les autres autour de nous. Et donc, ce n'est pas nécessairement confortable. Premier exercice, s'asseoir avec soi-même. Deuxième exercice, remettre en question ce que nous avions pensé jusqu'ici. Troisième difficulté, accepter qu'il y a un passage à vide. Je vois ce que je n'ai plus envie de faire, mais je ne sais pas encore trop comment je vais penser autrement. Ah oui, ben je vais côtoyer l'inconfort. Je vais côtoyer l'inconfort, sans le compenser en allant m'acheter du chocolat ou en allant scroller sur Internet. Résister à la tentation d'une satisfaction immédiate, essentielle. Sentir la tension d'une frustration, d'un agacement, quelque chose manque, je voudrais bien autre chose, mais je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui est en profondeur derrière ça? Et pas noyer le poisson par une manœuvre d'évitement, parce que je m'organise un petit plaisir de surface qui me fait louper la conscience qui tentait d'émerger à l'intérieur de moi-même. C'est en ça que la vie intérieure peut être féconde. C'est qu'il y a des moments de joie et de gratitude et d'inspiration profonde qui donnent une teneur à la vie. Et il y a aussi des moments d'absence, de silence, mais qui sont peut-être des appels d'air. On va descendre une couche plus bas, plus profonde. Et nous avons vraiment besoin, par les temps qui courent, de rétablir de la vie intérieure dans nos existences. Et d'arrêter de croire que quoi que ce soit d'extérieur va nous apporter ce profond contentement que nous cherchons et dont nous avons la nostalgie. Je vous propose donc de prendre un petit moment d'intériorité par rapport à cette formule. Si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. N'est-il pas temps d'apprendre à penser autrement ? Oups. Mais avant d'aller plus loin, pour éviter d'avoir une fantaisie et d'être un peu perché dans cette notion d'enchantement, restons bien les pieds sur la terre avec nos préoccupations du quotidien. L'idée, c'est pas d'avoir une vision New Age ou psychédélique de l'enchantement, mais de rester bien ancré dans nos vies quotidiennes, à chacune et à chacun d'entre nous. Pour moi, c'est vraiment précieux dans tout mon travail de partir de ce que nous connaissons, ce que nous pratiquons.
Et donc, tentons de nous rapprocher de cette notion d'enchantement, si vous le voulez bien. Et pour ça, je vais vous proposer de prendre un petit moment pour retrouver un moment d'enchantement. Avec un peu de chance, la plupart d'entre nous, nous aurons pu goûter, je l'espère, un ou quelques ou plusieurs moments d'enchantement dans notre existence, dans notre parcours de vie. Et je voudrais vous proposer d'en retrouver un moment et d'en décoder les ingrédients. Qu'est-ce qui était nourri en moi dans ce moment d'enchantement ? Pour celles et ceux qui pratiquent de la communication non violente, quels sont les besoins profonds en moi ? Pas les envies, les désirs de surface, mais les besoins fondamentaux de mon humanité, qui étaient nourris dans ce moment-là. Et tentez d'identifier 3, 4, 5 besoins, c'est rare qu'on n'en vive qu'un. Et bien sûr qu'il pourrait se faire que dans notre salle, nous sommes nombreux, il y a des personnes qui n'aient jamais eu la chance de vivre un moment d'enchantement. Ça arrive, bien évidemment. Il y a des vies qui sont malheureusement de vrais challenges, c'est clair. Et j'en sais quelque chose comme thérapeute pour accompagner les personnes dans ce genre de situation, c'est sûr. Eh bien, à ces personnes-là qui n'ont pas eu l'occasion de vivre un moment d'enchantement, je voudrais leur proposer d'en rêver un. Rêver un moment d'enchantement, ce serait quoi pour moi qui n'en ai jamais connu un vrai moment d'enchantement? Quels seraient les ingrédients que j'aimerais pouvoir rencontrer dans ce moment-là? Je vous propose de prendre une petite minute de présence à vous-même pour décoder ça. Et puis je vous propose de vérifier, chacune et chacun, comment je me sens quand je fréquente en mémoire ou en rêve ce moment d'enchantement. Quel est l'état de mon être, peut-être même de mon corps? Que dit mon corps? Est-ce qu'il y a des micro-mouvements ou micro-sensations physiques? Vous le savez, et en tout cas celles et ceux qui ont une pratique de présence au corps régulière, comme du yoga ou du tai chi, ou d'autres formes de présence au corps, le savent. Il y a 2 mouvements de base dans le corps. Expansion, ouverture, confiance, oui, on va par là, tout le corps collabore. Ou contraction, fermeture, méfiante, on reste par ici. C'est extrêmement précieux d'écouter ce langage du corps. Et je vous en parle comme quelqu'un qui a appris sur le tard à écouter son corps. J'ai toujours eu une vie physique sur le plan du sport. J'aime les sports et j'aime les activités d'extérieur. J'habite au fond des bois, dans une campagne en Belgique, depuis toujours, et j'aime les travaux forestiers, rentrer mon bois, etc. J'aime ça, mais je n'écoutais pas mon corps. Et quand j'ai commencé à écouter mon corps, j'ai réalisé que depuis 2 ou 3 ans, s'il m'envoyait des messages très clairs en me disant « Thomas, allons par là, faisons des choses comme ça aurait tellement plus de sens, s'il te plaît. » Mais tout mon petit logico-mathématique me disait « On reste par ici. » À l'époque, j'étais encore juriste, j'étais avocat. J'ai frôlé le burn-out. Par manque d'écoute de signaux pourtant très clairs, que mon corps m'envoyait tous les matins quand je nouais ma cravate de juriste pour aller à mon travail. Tout mon corps disait « Non, on en a marre, on ne veut plus ça. » C'est pas un petit détail que de savoir sentir ce que dit le corps. Il y a de l'énergie extrêmement éloquente dans les mouvements du corps. Et donc l'invitation est de voir qu'est-ce que ça vous a fait, si ça vous a fait quelque chose, que de fréquenter ce moment d'enchantement. Je peux vous témoigner que je l'ai pris avec vous, ce petit moment-là, et que j'ai pas de loin à aller pour retrouver un moment d'enchantement. C'est le week-end précédent chez nous en Belgique, dans notre campagne, avec mes filles qui sont là pour le week-end. Un des derniers déjeuners où on peut être au soleil, parce qu'à la différence de votre belle région, chez nous c'est déjà l'hiver. En Belgique. Et là, par chance, on peut encore se mettre au soleil, mais magnifique. Et je savoure pleinement. Qu'est-ce qui nourrit en moi les ingrédients? La tendresse, la chaleur humaine, le partage, l'intimité, l'humour, la fantaisie de mes filles.
mais aussi la beauté de la nature autour de nous. Les premières couleurs d'automne arrivent, la beauté de la nature, et puis la saveur du bon repas préparé. Tout ça m'enchante. Et quand je repense à ce souvenir-là, il y a tout mon être qui fait. On va par là. On va tout entier par là. Il n'y a pas une partie de mon être en contraction qui dit « on reste par ici ». Et si je vous mime ça, c'est parce que ce n'est pas anodin que de savoir décoder les moments d'enchantement comme je viens de vous le proposer. Les moments où ça va bien, où c'est beau, où c'est doux, où c'est bon, où la vie a du goût et fait envie, on aime cela. Ça n'est pas anodin, pour 2 raisons. La première raison, c'est de plus en plus cristalliser en nous, peut-être même fixer en nous la clarté que la vie va par là. C'est ça que je souhaite vivre. C'est devenu non négociable. Je sais aussi que je n'aurai pas ça tout le temps, mais c'est vers ça que je tends et que je veux pouvoir mettre en place et à quoi je veux pouvoir contribuer. Et pour reprendre l'exemple que je viens de vous partager, le partage, l'authenticité, la profondeur, l'humour, la joie de vivre, la beauté, la saveur, moi, je ne veux plus vivre sans ça. Hein. Je me suis assez mis de côté de ces valeurs-là quand j'étais juriste. Et du fait que je tends vers ça de tout mon être, eh bien figurez-vous que la vie aime ça et elle m'apporte énormément d'occasions de le vivre. Premier bénéfice, je sais vers quoi je tends et comment de plus en plus le reproduire dans d'autres circonstances. Deuxième bénéfice et non des moindres, puisque je sais ce qui me met à l'aise, dans un état d'aise ou d'aisance, et vous comprendrez tout de suite pourquoi je prends ce drôle de mot un peu vieillot. Si je sais ce qui me met à l'aise, dans un état de bien-aise, eh bien je perçois beaucoup plus vite quand tout d'un coup j'entre dans du malaise. Et j'évite de le supporter plus longtemps que ce qu'il faut pour revenir. Et ça, c'est une clé. Parce que si je n'ai pas clarifié qu'est-ce qui m'enchante, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui me donne le goût de vivre, eh bien petit à petit la vie s'anesthésie, elle devient aseptisée, elle n'a plus beaucoup de goût, plus beaucoup de sens, mais je ne le sens pas trop puisque je n'ai pas trop clarifié. Et petit à petit je m'habitue à me recroqueviller dans une toute petite vie, une petite vie subie qui n'a plus rien à voir avec une vie choisie. Et c'est le phénomène de la grenouille qui s'ébouillante. Et que vous connaissez. C'est une histoire qui est peut-être un peu mythique, mais on prête, c'est une histoire qui nous permet d'illustrer le réchauffement climatique. On prête à une grenouille le fait que si elle sautait dans une marmite d'eau bouillante, d'un coup de patte, elle sortirait vite fait pour ne pas cuire. Mais inversement, si elle est en train de nager dans une marmite d'eau froide et que petit à petit la marmite chauffe et arrive à ébullition, elle se sera tellement engourdie qu'elle n'aura pas perçu qu'elle est en train de mourir. Et c'est peut-être ce qui nous arrive avec le réchauffement climatique. On se laisse engourdir et on n'a pas réagi à temps. Mais dans nos vies, c'est pareil. Hein. Je donnais cette image il y a une semaine, je donnais la même conférence à la ville de Namur en Belgique. Je signais des livres après et il y a un monsieur qui me dit « Pourriez-vous dédicacer à la grenouille ébouillantée ?» On a bien ri. Vous voyez ? Nous avons besoin de garder la clarté du cap. Et c'est pour ça que je vous ai proposé d'échanger un petit peu. Ensuite, je vais vous proposer de poursuivre ce petit exercice sur le moment d'enchantement en savourant, et dès que je vais vous faire la proposition suivante, vérifiez votre état physique, votre corps, en savourant le fait d'échanger avec votre voisin ou votre voisine. Et à l'instant, vérifier expansion, confiance, comme c'est sympa, il nous propose de partager avec quelqu'un que je ne connais pas du tout, c'est bien intéressant, ou contraction, méfiance, mais qu'est-ce qu'il nous fait faire, ce Belge? Moi, je ne venais pas pour bavarder avec les voisins ici. Hein. Vérifiez, c'est juste rigolo. Quel est l'élan à l'intérieur de vous-même, vous voyez? Et donc, je vous propose effectivement de prendre un moment d'échange avec le voisin, la voisine, à gauche ou à droite, ou par 2 ou par 3, ne restez pas seul, et partagez les ingrédients du moment d'enchantement. 2-3 minutes, allez-y.
Alors, je vous propose de clôturer vos échanges. Je vous propose de clôturer vos échanges. Et de tirer le bénéfice de ce petit exercice. Le premier, c'est que nous sommes manifestement, de façon bien palpable, des êtres de communication. Je n'ai jamais vu depuis le temps que je propose ce genre d'échange avec les salles, quel que soit le thème de la conférence, il y a toujours un petit moment d'échange. Eh bien, je n'ai jamais vu que les duos ou les trios s'arrêtent immédiatement en disant « Ouf, c'est terminé ! Ce supplice de devoir parler avec un inconnu !» Ou pire encore, avec ma vieille maman que j'ai emmenée à la conférence parce que c'est pas elle qui est dans le moment d'enchantement. Je pense que nous sommes heureux d'aller au bout de notre phrase, nous sommes heureux de laisser l'autre atterrir au bout de sa phrase, et si vous me le permettez, je pense que nous sommes heureux de nous parler vrai. Voilà ce qui moi m'enchante dans ce moment-là. Voilà les quelques ingrédients, j'aime ça et j'ai besoin de reproduire ça. Et toi, qu'est-ce qui t'enchante? Là. Pas là. Le quotidien de la vie, dans son essence. Pas un truc perché. Quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut transporter avec soi. Un vrai trésor. Nous sommes parfois distraits et partis dans des conversations de surface qui ne nous nourrissent pas, ou des conversations d'intendance. T'as fait tes devoirs, t'as mis ton pyjama, t'as pris ta douche, t'es prêt pour demain. Et on a oublié de vérifier, est-ce que tu t'enchantes dans la vie? Est-ce qu'il y a des moments d'enchantement pour toi? Est-ce que la vie fait sens? Ou pas? Ou pas assez? Des enjeux de base. C'est essentiel aujourd'hui. Il y a tellement de chaos autour de nous. Nous avons besoin citoyennement de savoir pourquoi je vis les choses. Quel goût a la vie pour moi? Qu'est-ce qui m'inspire? Où est ma boussole? Parce que je crains que ce n'est pas vraiment nos gouvernants qui nous donnent du sens. Sans accabler personne, bien sûr. Alors, de nouveau, vérifiez comment vous vous sentez après avoir échangé. Contraction méfiance, plus jamais ça, ou expansion confiance, tiens, mais c'était bien sympathique. Vérifiez. Quel est le sentiment qui vous habite là? 2, 3 réponses. La joie, merci. Oh, pardon.
La joie. Autre sentiment? La gaieté, la confiance, le partage. La reconnaissance, l'amour, la gratitude. Est-ce que vous voyez toute la richesse qu'il y a là en 2-3 minutes d'échange? La reconnaissance, la confiance, la joie, la gaieté. Il y a des gens qui vont faire 3 journées bien chèrement de thalassothérapie pour tenter de trouver ça. Hein, alors qu'il suffit de bavarder un petit peu. C'est gratuit. C'est sous la main, c'est dans nos mains, c'est dans nos cœurs. C'est ça que la vie nous invite à vivre. Des choses aussi simples que ça, pas compliqué. Alors, deuxième phase de petit exercice, après ce moment d'échange, on va noter au tableau, de façon un petit peu hachée, la liste des besoins qui se retrouvent dans le moment de gratitude, de reconnaissance, d'enchantement. On est tout autour des mêmes sujets, bien sûr. Hein. Je vais écrire au tableau de façon qui va se révéler illisible, ça n'est pas grave. L'idée, c'est pas de savoir lire, c'est de faire une liste. Passez-moi les besoins que vous avez rencontrés dans le petit moment. Partage, la confiance, la reconnaissance, l'échange, l'écoute, la rencontre, la connexion, le respect, le rire, le nouveau, la liberté, le vivant, l'humanité, j'ai entendu. La simplicité. La communion. La bienveillance. L'amitié. L'empathie. La spontanéité. Le sens, merci. La plénitude. La curiosité. Ah, l'amour, c'est pas mal aussi. Hein. Alors, le respect, merci, nous l'avions. On va s'arrêter là parce qu'évidemment qu'on pourrait faire une liste considérable avec tous les besoins qui peuvent être nourris d'un moment d'enchantement. Si je fais ce petit tableau, et simplement pour illustrer que voilà déjà une petite quinzaine de besoins fondamentaux qui sont apparus, il est possible que vous n'ayez pas tout nommé, mais je ne serais pas surpris que vous vous y reconnaissiez et que vous aussi, comme moi, vous cherchez à vivre le partage, la confiance, la reconnaissance, l'échange, l'écoute, la rencontre, la connexion, le respect, le rire, le nouveau, la liberté, le vivant, l'humanité, la simplicité, etc. Je ne vais pas les lire tous. Nous cherchons la même chose en tant qu'humains, où que nous soyons sur la planète. Ça, c'est l'hypothèse de travail, en tout cas de la communication non violente. Nous aurions très vraisemblablement les mêmes besoins de fond, fondamentaux. On ne les exprime pas tous de la même façon. Il y a toutes sortes d'aspects culturels et de systèmes de pensée qui font que parfois il y a des stratégies maladroites et qui ne se révèlent pas très proches des besoins en apparence. Mais c'est intéressant, et c'est pour ça que je vous fais faire l'exercice, de clarifier comment je vois moi l'enchantement. Et comment je peux le créer là où il y en a moins. Par exemple, lors de votre dernière bisbrouille avec votre conjoint ou votre conjointe chérie, votre petit enfant, votre ado adorable. Vous n'étiez pas d'accord, le ton est un peu monté. Étiez-vous habité de l'intention de développer l'écoute, la rencontre, l'échange, le respect de l'un comme de l'autre, le vivant, le nouveau, l'empathie, la bienveillance. Est-ce que c'est ça qui vous habitait? Vous voyez comme c'est simple de réaliser, ben non. J'étais dans l'hostilité, dans l'agacement, dans l'énervement, je voulais avoir raison, et je le voyais plutôt comme un ennemi sur mon chemin. Bah attends.
Tu vas rester comme ça, sans te remettre en question. Parce que si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiens ce que tu as toujours obtenu. Hein. Donc il est peut-être temps de t'asseoir dans la chaise du discernement pour aller voir, j'ai plus envie de fonctionner comme ça, c'est vrai. Moi j'ai envie de goûter de l'enchantement. Donc quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on développe? Mais l'écoute. On développe quoi? L'empathie. On développe quoi? Le rire. C'est ça les nouvelles armes. Bien sûr qu'il y a des moments où on n'est pas d'accord, bien sûr qu'il y a des conflits. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais on est étudié pour rendre les conflits féconds. La plupart du temps, quand il y a un conflit, c'est des coquilles d'ego qui se frottent pour qu'éclose une autre conscience. On va passer un autre cap. Si on voit le conflit comme ça, c'est une opportunité pour tout le monde. Hein. Alors arrêtons d'avoir peur des conflits et de les foutre sous le tapis. Parce que vous le savez, ils ne font qu'enfler. Voilà le bénéfice de petit exercice. Vous voyez, régulièrement clarifier, présence à soi. Là, je sens de l'enchantement, ou je sens de la joie, ou de la gratitude, ou de la reconnaissance, ou de la douceur, ou de la tendresse. J'écoute profondément pour aimanter ma boussole. Clarifier que c'est par là que je veux aller, que ça me procure de l'aise. Et sentir donc plus vite, là, je suis de nouveau dans le malaise. Et je me reprends pour petit à petit revenir. Je n'ai pas écrit ça en rouge par hasard, je fais cet exercice dans la plupart de mes conférences, et vous l'aurez peut-être déjà vu, mais ça nous permet de dégager ceci, notre fil rouge. Le dessin est très simple, et il a ses limites comme tout dessin, c'est juste pour montrer que nous cherchons à être dans une joyeuse expansion de nous-mêmes, c'est ça vers quoi nous tendons. Toute la vie tend à l'expansion. La fougère devient fougère, le chêne devient chêne, et le chevreuil bondit sur le fossé comme un chevreuil. La fougère ne se dit pas « je risque de prendre un peu de place par rapport à la feuille qui est juste à côté de moi ou le champignon qui pousse en dessous ». Ben non, elle pousse en fougère. Le chêne ne se dit pas « je vais ombrager la fougère, je ferais mieux de me rétrécir ». Et le chevreuil ne se demande pas pourquoi il n'est pas un épervier ou un crapaud. Expansion de nous-mêmes, mise au monde de nous-mêmes. C'est ça que la vie nous invite à vivre. Vous le savez, beaucoup de traditions anciennes, spirituelles, nous disent qu'il y a deux mises au monde. La première, elle est physique, c'est celle qui nous permet d'être présents dans ce corps ici, dans cette salle. Mais la deuxième, elle est psycho-spirituelle. Nous sommes invités, chacun de nous, à accoucher de nous-mêmes, à mettre au monde, c'est une mise au monde, le meilleur de nous. Et ça n'est pas nécessairement confortable. C'est comme un accouchement, ben oui, il y a des contractions, il y a des spasmes, il y a une sorte de goulet d'étranglement à travers lequel passer. C'est une épreuve souvent fondatrice. Et notez bien que beaucoup de traditions anciennes, on a parlé des peuples premiers, ont maintenu ça, une épreuve fondatrice pour que le petit enfant, l'adolescent, devienne un adulte. Hein. Un passage. Ça manque cruellement dans nos cultures. Mais intérieurement, nous avons besoin d'accepter un moment de passage et quitter le vieil homme ou la vieille femme que nous étions pour accoucher de l'homme nouveau. Et des clés, des processus existent pour ça, bien sûr, on n'est pas tout seul. Hein. Mais donc l'idée, c'est de sentir que je vais davantage sur mon fil rouge, les besoins qu'on a nommés là. Et derrière ça, je vous partage mon intuition profonde, ou mon constat plutôt depuis tant d'années que j'accompagne les personnes. Nous cherchons, et ça va nous expliquer l'enchantement, nous cherchons à goûter un profond contentement de tout notre être. Un état de contentement intérieur, un état de paix intérieure, stable et transportable à travers les difficultés, parce que bien sûr qu'il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des désaccords, il y a des colères à dire, il y a des colères à entendre, il y a des noms à indiquer, il y a des noms à recevoir. Il y a des pages à tourner et des deuils à traverser, on est bien d'accord. Et nous aimerions sentir que nous savons comment nourrir, comment maintenir ou recouvrer, si nous l'avions perdu, un état de paix intérieure stable, transportable et contagieux. Un état de paix intérieure qui émane, rayonne, impacte, laisse un sillage. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, hein, mais de vous amuser à observer vos attitudes dans la journée,
Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je prépare le petit-déj? Pourquoi je cours déposer les enfants à leurs écoles? Pourquoi je vais au travail? Pourquoi je fais des courses le soir? Et il y aura des besoins de surface qui vont apparaître au premier chef, évidemment. Prendre soin des enfants, assurer leur éducation, tenir la maison, assurer ma ressource financière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi tout ça? Et ceux qui ont pratiqué la communication non violente savent que les besoins s'emboîtent comme des poupées russes les uns dans les autres. Et il est très souvent très clair lorsqu'on s'observe et qu'on travaille dans le discernement, mais je fais ça parce que je pense que ça va nourrir mon profond contentement. Ça va m'enchanter, sinon je ne le ferai pas. Et amusons-nous un instant à faire l'exercice à sens inverse. Remontons dans le passé. Vous avez fait des études, la plupart d'entre nous, en tout cas, je pense que le bac est obligatoire depuis longtemps. Donc on a fait son bac. Et puis après ça, peut-être vous avez suivi des formations ou des études supérieures. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous avez dit, je vais mieux m'outiller, j'aurai accès à un boulot plus intéressant, je vais assurer ma sécurité matérielle et ma ressource et mon intégration sociale et contribuer au monde. Donc j'ai fait des études pour nourrir ces besoins-là. Et derrière ça, pourquoi? Mais parce que je serai plus heureuse et plus heureux. Ça va nourrir mon contentement que d'avoir un métier, un accès à de la ressource et un impact sur le monde. Et à un moment, vous dites, je vais peut-être faire des études en plus, parce que je serai mieux outillé, je pourrai passer à un grade plus important, être mieux rémunéré, rencontrer d'autres personnes, avoir plus de responsabilités, ça va nourrir mon contentement intérieur, bien sûr, sinon je ne le ferai pas. Puis peut-être vous vous dites, je vais apprendre une langue étrangère, ou peut-être même deux, ça va me donner plus de liberté, plus d'occasion de voyager, de rencontrer des gens, et derrière tous ces besoins de rencontres, d'évolution personnelle, il y a contentement intérieur, bien sûr. Et à un moment, je me dis, mais ce joli garçon ou cette jolie fille, on s'entend bien. On pourrait peut-être faire un couple ensemble, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va nourrir notre contentement intérieur de partager la vie. Alors on se met peut-être bien en couple. Et à un moment, on s'est dit, on va faire des enfants. Ça va être fantastique. On va transmettre la vie et emmener ces petits êtres à s'émerveiller d'être vivants dans un monde vivant. Ça va nourrir notre contentement de ouf, comme disent les jeunes. Et v'là-t-il pas que quelques années plus tard, on est dans la bagnole, dans les embouteillages le matin, et les gamins se chamaillent derrière, et on se chamaille encore plus avec eux. Avec ces gamins-là même que l'on a mis au monde pour s'enchanter d'être vivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne t'a forcé à faire des enfants. Tu les as mis au monde pour les chérir et leur donner du sens, et qu'ils aient le goût de vivre, et qu'ils s'enchantent de ce qu'ils découvrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a oublié ça. On a oublié le nord. On n'a pas regardé sa boussole. On a foncé tête baissée de choses à faire en choses à faire. Les études, le travail, un conjoint, vite des enfants, paf, 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 paf. On s'est dit, on n'a pas réfléchi. On n'a pas sondé. On ne s'est pas laissé inspirer. Se laisser inspirer, spire, le souffle. Qu'est-ce qui souffle à travers moi, qui fait que je suis là? La vie m'a voulu là. J'aime ce petit mantra que je propose souvent dans mes formations. Tant de gens doutent pourquoi je suis là, la vie n'a pas de sens. Atatata. La vie t'a voulu là. Hein. Amusez-vous à fredonner, ça, c'est une petite ritournelle. La vie m'a voulu là. J'appartiens à plus vaste que moi, c'est pas moi qui me suis mis au monde, ben non. Puis je ne suis pas tout seul, parce qu'il y avait forcément des parents, qui eux-mêmes avaient des parents. Il y a toute une génétique. Il y a une filiation. Je ne suis pas en dehors du système. Je suis au milieu d'un système incroyable, qui s'appelle la vie, qui m'a voulu là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Rien ou quelque chose? C'est là que l'on peut peut-être goûter l'enchantement, que la vie souhaite que nous y apportions de l'enchantement. On est bien d'accord que bien des personnes se sont tellement coupées de ce fil rouge et de cet élan qu'elles ont contribué à créer un monde qui est largement désenchanté, avec des structures qui sont tout sauf enchanteresses. Mais comment on va changer ça si nous ne changeons pas chacun, chacune, vous voyez? C'est ça l'idée, petit à petit, apporter le changement que nous aimerions voir dans le monde, comme le disait Gandhi, « Be the change you want to see in the world ». Là où tu es, hein, sans prétention de changer le monde, mais là où je suis, avec les enjeux même menus de ma vie quotidienne et mon pouvoir d'action extrêmement restreint, eh bien je suis cohérent par rapport à mes valeurs. Je vis la liste des besoins que je nomme régulièrement. Je les incarne.
C'est pas toujours facile, je suis bien d'accord. Hein. Rentrer le soir de sa journée de travail, fatigué, il y a peut-être eu des grèves, il y a des retards dans le train, avoir fait vite quelques courses pour faire le repas, arriver épuisé à la maison et avoir de la disponibilité pour les gamins qui ont besoin d'attention, de reconnaissance et qu'on les écoute, et rester là, présent, attentif et aimante, c'est de la non-violence 7e dan. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est pas un truc bisounours, la non-violence, vous voyez ? Ça demande vraiment de savoir comment aller trouver une ressource qui, parfois, est au-delà de nos forces humaines, mais qui nous invite à voir j'ai peut-être des ressources au-delà de mon humanité, des ressources de l'ordre du souffle. La vie m'a voulu là. Est-ce qu'elle peut peut-être m'aider? Comment on fait? Et dans mon expérience d'accompagnement des personnes depuis tant d'années, quand je m'ouvre à plus vaste que moi, quelque chose se passe qui me permet de transformer ce que j'ai à transformer. Et vous appellerez ça comme vous voulez. Mais revenons à notre dessin. Je le fais rapidement parce que ce n'est pas le thème de la conférence ce soir. Mais l'enfant en nous a pu chevaucher son élan, son contentement. On voit des enfants en joie, même dans des villes en larmes. C'est extraordinaire le pouvoir de la joie des enfants. L'enfant chevauche l'élan de vie. Mais cet enfant est très vite en rapport évidemment avec des adultes, parents et enseignants, habités souvent de très bonnes intentions, mais qui vont lui dire des choses qui ont malheureusement un effet, un dommage collatéral comme ça. Mais mon petit, ma petite, on ne fait pas les choses parce qu'on est bien dedans et qu'on y goûte un profond contentement, on fait les choses parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps, parce que c'est par ici, mais c'est jamais par là. On fait comme ceci, mais on fait jamais comme ça. Il faut travailler beaucoup, s'engager, faire des études, trouver un métier, peut-être un conjoint, faire des enfants, pourquoi pas, ne pas oublier de payer sa pension et de téléphoner à bonne maman le soir de Noël. Et mine de rien, vous avez ce peut-être qui était parti pour suivre son élan de vie et qui se retrouve pris dans ce que j'appelle des enfermements. Il croit être libre, mais il est enfermé dans des systèmes de pensée, dans des habitudes, dans des automatismes. Ce n'est pas le lieu dans cette conférence d'explorer ça. Mais ce que je voudrais vous partager, c'est que nous pouvons effectivement éviter de tomber dans le piège, de se maintenir dans cette tension. Mon élan de vie va par là, mais ma vraie vie quotidienne est plutôt par ici. Cette tension est souvent très insoutenable et donc nous avons pris tendance à compenser. Oui, ça fait une sorte de bouche de crocodile un peu caricaturale. Nous compensons notre mal-être et nous avons créé une société dans laquelle, plutôt que de chercher à nous enchanter, et de trouver les voies, pas forcément claires au départ en tout cas, comme un rébut, comme une exploration, comme une chasse au trésor, plutôt que de chercher à nous enchanter, nous avons plus appris à compenser notre mal-être qu'à nourrir notre bien-être profond, stable et contagieux. Les mécanismes de compensation sont sous la main dans une société de consolation, comme le dit joliment Patrick Vivray, philosophe que je vous recommande. Je suis pas heureux au travail, je suis tendu, énervé, agacé, le collègue, etc. Tout ça m'emmerde. J'arrive le soir à la maison tendu, énervé. Je ne sais pas que je peux apprendre à discerner, à retrouver ma boussole et aller vers de l'enchantement. Et donc, je prends une petite bière qui me détend assez bien. 2 petites bières me détendent encore mieux. Tout le pack de bière, je suis très bien détendu. C'est ça, les mécanismes compensatoires. Hein, où je me mets à scroller de façon systématique, addictive, pour me distraire et passer de petites satisfactions en toutes petites satisfactions de surface. C'est mon striatum qui cherche le circuit de la récompense. On commence à connaître ça, notamment le beau travail de Sébastien Boller dans ses ouvrages, Le bug humain, je vous recommande. Le circuit de la récompense rapide, sans sens, mais avec une impression de vide constante, si pas croissante. Et donc, je ne vais pas vous laisser sur ce dessin tragique. L'idée, c'est d'observer nos conditionnements, nos habitudes, nos enfermements, pour petit à petit, réaligner notre vie sur nos élans de vie. Petit à petit, c'est un processus, vous voyez. Et donc, sur ce fil rouge, je vois que les personnes qui s'impliquent à travailler, à se réaligner sur ce fil rouge, inévitablement vont aller revoir les conditionnements de leur esprit.
comment mon esprit s'est conditionné d'une certaine façon. Et ne plus prendre ça pour acquis, comme je vous le rappelais un peu plus tôt. Et décider, je vais poser mon esprit autrement. Et ainsi, petit à petit, nous pouvons sentir que nous allons faire ce chemin-là. Si je vous le résume, vous allez dire de quoi il parle. On va passer de l'ego à l'être. C'est quoi ce jargon psy? Je pense que derrière ces mots-là, ça parle à tout le monde, de sentir je vis une vie un peu recroquevillée, un peu racrapotée, ça c'est du belge, racrapotée, un peu restreinte, un peu muselée. C'est pas la vie que je voudrais sentir que je suis dans l'être. Je vis une vie un peu dispersée, dissolue, j'aimerais sentir que j'ai une vie cohérente. Je suis en action-réaction par rapport aux événements, j'aimerais être en création d'un beau projet. J'ai une impression de vide et je sens un appel pour de la plénitude. C'est de ça dont on parle quand on parle d'ego ou d'être, vous voyez. Et ce que j'observe, c'est effectivement les personnes qui font ce cheminement, petit à petit, et ça peut être un chemin d'une vie, évidemment, si peut-être pas plusieurs, eh bien, ont accepté de démonter leur système de pensée pour retrouver de l'enchantement. Exemple, Solange est institutrice en maternelle. Solange adore les enfants, il faut s'occuper des enfants et leur assurer le meilleur encadrement. Et en même temps, Solange, elle est très perfectionniste, donc il faut absolument que tous les crayons soient bien rangés par couleur, toutes les poupées bien par couleur, toutes les BD par taille, tous les petits coussins par taille, etc. Donc, attention, on aime bien les enfants, mais il faut bien ranger tout bien à sa place. Un jour, Solange, toute préoccupée de préparer sa journée avec les enfants, trébuche du tram à Bruxelles et se casse les deux jambes. Oups, elle est alitée sur un lit d'hôpital et tout d'un coup, elle est amenée à se poser les questions existentielles de base. Qui suis-je? Où cours-je? Et à quoi sers-je? Qu'on ne se pose pas qu'en boutade. Et là, c'est effectivement parce que tout d'un coup, la vie le met, passez-moi l'expression, elle la met le cul par terre, elle perd ses jambes, elle qui est toujours si agitée, et elle se retrouve alitée pour des semaines avec ses deux jambes cassées. Et alors lui viennent ces questions, pourquoi je fais ça, pourquoi je cours tellement, pourquoi de nouveau j'ai apporté tellement de trucs que j'ai pas vu la marche du tram et que je me suis cassé la gueule. Elle s'interroge et enfin il lui vient à la conscience qu'elle a fort souffert dans son enfance parce que ses parents la négligeaient complètement, ne s'occupaient pas d'eux, c'était des parents sans affection et sans tendresse comme malheureusement ça peut exister parfois. Et donc elle prend sa revanche en étant une bonne institutrice qui s'occupe bien des enfants. Mais elle n'a rien nettoyé de sa douleur et de sa souffrance. Donc elle est habitée d'un mécanisme compensatoire plutôt que d'un élan de vie. Elle se remet donc en question. Elle réalise qu'effectivement, la précision, l'ordonnancement, ça lui tient beaucoup à cœur, qu'elle a envie de rester dans un univers avec des enfants parce qu'elle aime ça. Et si aujourd'hui, Solange est directrice financière d'un gros bahut dans l'enseignement, où sa rigueur est très mise à profit pour tenir les comptes, eh bien figurez-vous qu'elle est beaucoup plus heureuse. Elle voit les enfants toute la journée, elle tient les comptes au centime près, et les enfants sont soulagés. Merci Solange d'avoir trouvé qui tu étais, parce que tu nous pourrissais la vie, franchement. Vous voyez ce que j'appelle de l'intériorité citoyenne. Partir dans un élan généreux, je m'occupais des enfants sans avoir travaillé. Mais pourquoi je veux m'occuper des enfants à ce point? Ça vient d'un élan de joie, de création, de contentement ou d'action-réaction et de vide. Vous voyez? Ça donne pas la même énergie. Hein. Et je ne serais pas surpris que parmi vous, il y a bien des personnes qui ont rencontré des managers, hommes ou femmes, dont on aurait aimé qu'ils aillent un peu balayer devant leur porte. Et nettoyer ces tensions et ces blessures pour ne pas abuser de leur fonction, pour asseoir leur ego. Petit exemple qui peut nous faire prendre conscience que nous ne manquons pas de ressources pour nous transformer et recréer de l'enchantement. Ce dont nous manquons, c'est d'accès à la ressource. Mais la ressource est là. Solange ne savait pas qu'elle avait tout ce potentiel de mettre ce qu'elle est vraiment au service du monde. Elle était juste un peu à côté de la plaque.
en apprenant à discerner, et malheureusement, c'est assez souvent l'épreuve qui tout d'un coup nous fait nous ébrouer et nous réveille de notre somnolence. C'est souvent l'épreuve qui nous invite à nous poser les vraies questions et à chercher les bonnes réponses, évidemment. Je n'ai pas l'occasion de vous raconter d'autres histoires, mais ça me permet de dégager cette conclusion-ci, c'est que ce soir, nous ne sommes pas en train de faire du développement dit personnel. Nous sommes en train de faire du développement social durable, qui démarre ici, dans la connaissance, la compréhension et la bienveillance profonde pour ce premier humain dont chacun de nous avons la charge, qui est nous. Comment accroître la bienveillance, l'écoute et l'empathie dans le monde, là, tout autour de nous, si chacun de nous ne s'y est pas d'abord impliqué pour soi-même. Il y a quelque chose qui n'ira pas. Hein. Et la deuxième conclusion, c'est que si nous ne prenons pas ce temps de nettoyage et d'accès à la ressource intérieure, nous risquons la violence, parce que nous sommes à côté de nous, nos pompes, donc nous vivons de la frustration, nous ne sommes pas heureux, et nous en voulons aux autres de nous empêcher de vivre. Et dans combien de couples ce n'est pas arrivé que de reprocher à l'autre « tu m'empêches de vivre ». Attends, il n'y a personne d'autre que toi qui t'empêche de vivre. Qu'est-ce qui fait que tu ne mets pas au monde qui tu es ? Alors, je peux être conscient qu'il y a des circonstances qui sont difficiles à traverser. Mais nous avons donc besoin de comprendre le risque d'être partis dans l'accusation, le reproche et la critique, alors que nous sommes la seule personne qui peut changer nos systèmes de pensée. Et le deuxième risque, à côté de la violence, si nous n'accédons pas à cette ressource intérieure, c'est les mécanismes compensatoires. L'avidité, l'accaparement des richesses, par exemple. Je pense à cette personne, cet homme, quand il était enfant, dans la cour de récré, il avait des grosses lunettes, donc il ne jouait pas au foot, un peu comme dans Le Petit Nicolas, à Agnan, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et parce qu'il a peur qu'on casse ses lunettes, donc il ne joue pas au foot. Et d'ailleurs, on se moque de lui parce que c'est un intello, il est le fort en maths. Donc il est un peu bousculé, chahuté par les autres copains. C'est pas agréable. Quand on est gamin, on a tellement besoin d'intégration et d'appartenance. Mais il prépare sa revanche, inconsciemment, bien sûr. Il est brillant, il fait des études brillantes, il devient banquier, il crée des mécanismes d'accaparement des richesses. Il achète le riz quand le riz est très bas, il le revend quand il manque du riz, bien chèrement. Et il vit sur un très très grand pied, il a je ne sais pas combien de maisons à gauche et à droite, enfin, peu importe, mais sa vie bousille celle des autres. On aimerait que quelqu'un comme ça ait pu travailler son intériorité et réaliser « j'ai senti de la brimade, du harcèlement et du rejet quand j'étais enfant, ok, je vais nettoyer ça, je vais soigner ça, mais je ne vais pas passer ma vie à me venger en pillant le monde, quoi. » Vous voyez, nous avons ce pouvoir d'aller voir ce qui se passe en nous pour éviter de nous faire peser sur le monde et au contraire de pouvoir y apporter de la légèreté. Petit moment d'intériorité avant de passer au point suivant. Alors, pourquoi n'avons-nous pas accès à cette ressource intérieure? Pourquoi est-ce qu'il faut un accident assez souvent, une bousculade de la vie, disons comme pour Solange, pour pouvoir réaliser ce qui se passe à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qui nous donne cette nostalgie d'un enchantement que nous avons du mal à retrouver, à goûter dans la vie quotidienne? Je vais vous proposer deux pistes. J'ose les partager comme une possibilité de réflexion. Il n'y a absolument rien d'acquis et aucune certitude là-dedans. C'est une façon de regarder les choses qui, personnellement, m'intéresse et qui peut faire sens. La première, elle est historique sur le plan de l'évolution de l'humanité. Des chercheurs, des anthropologues, des
des préhistoriens, certains en tout cas, semblent cautionner l'idée qu'il y aurait pu, hein, je mets bien sûr les guillemets nécessaires, avoir une sorte d'âge d'or de notre humanité, situé entre 10 000 et 6 000 ans avant notre ère. Une sorte d'âge d'or, à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs et que l'on vivait en tribu, dans un matriarcat plutôt doux, avec les valeurs dites féminines, mais dont vous savez bien sûr qu'elles sont partagées par les hommes et les femmes, mais de la collaboration, du partage, de l'entraide, de la tendresse, de la douceur. Les femmes tiennent la maison, ou la tente en tout cas, et les hommes vont chasser le bison. Et beaucoup de liberté, d'ouverture, de présence à la nature dans cet univers-là. À un moment, on se sédentarise parce qu'il faut assurer plus de récoltes, et donc on s'installe, on cultive. Mais le gars qui a cultivé, qui a d'abord essarté, enlevé les souches et les racines, etc., pour avoir une bonne terre, planté, récolté, etc., il n'a pas trop envie qu'on lui marche sur les pieds. Et donc il dit assez rapidement à celui qui était son frère juste avant, « Ça, c'est à moi. Et toi, tu rentres chez toi. » Et on installe la division, la séparation, là où avant il y avait communion, partage et collaboration. Une façon de voir comment a pu s'instaurer un certain patriarcat. À cette époque-là, c'est une hypothèse que je trouve intéressante d'avoir, c'est que tant qu'on se promène à gauche et à droite, là où il y a des fruits et des légumes, on ne se rend pas très bien compte de comment la procréation fonctionne. Et jusque-là, on pense que le féminin est tout seul, celui qui met au monde les petits. Mais quand on est installé et qu'on a un petit troupeau autour duquel on a mis un grillage pour bien le protéger, on a pu voir qu'il y a un accouplement et que le mâle collabore à l'opération. Et là, tout d'un coup, s'instaure l'idée, mais la femelle dans l'opération est une sorte de four à pain dans lequel le mâle introduit sa graine. Et donc c'est le mâle qui a la priorité. Enfin. On peut en rire, mais ça peut être intéressant de se dire que le patriarcat s'est peut-être fondé simplement sur des croyances comme celle-là. Et que, effectivement, s'est instauré un certain discrédit, malheureusement, de l'ancien matriarcat et du féminin au service d'une masculinité qui protège, qui défend et qui clôture son terrain. Voilà, ça peut nous donner une idée que le patriarcat s'est construit et que donc, merveilleuse nouvelle, il peut se déconstruire. Mais donc, nostalgie d'une époque révolue? Pourquoi pas? C'est une piste, peut-être. La deuxième piste, elle est plus spirituelle. Elle a trait à notre parcours individuel d'atterrissage sur cette planète. Et de nouveau, peut-être ça ne vous parlera pas du tout, peut-être que vous aurez l'impression que je suis très perché, mais peut-être, et en tout cas, depuis le temps que je partage ça, je vois que bien des personnes se disent « Oui, ça me parle, je sens des choses comme ça. » Alors, rien de tout ça n'est prouvé, bien évidemment. Ce sont des intuitions, c'est du sensible. Mais je vous le partage quand même. C'était quelque chose que l'on explorait beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec Guy Corneau, le psychanalyste jungien québécois, qui venait souvent à Montpellier d'ailleurs. J'ai travaillé avec lui pendant des années, jusqu'à son décès malheureusement il y a quelques années. Et dans cette équipe, on s'intéressait à qu'est-ce qui fait que nous avons cette nostalgie et que la vie spirituelle nous paraît vraiment l'essence de notre être. Eh bien, voilà la proposition. Il se pourrait que ce qu'on appelle l'âme ou l'être profond en nous, ait appartenu à une sorte de totalité, on pourrait l'appeler le grand tout, ou pourquoi pas Dieu, enfin une globalité, avec un doux sentiment d'appartenance et de reliance et de plénitude là-haut. Pour différentes raisons, cette âme ou cet être s'individualise dans un corps féminin. Oups, solitude, effroi, que j'ai quitté mon appartenance, où suis-je, qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand même dans ce corps féminin, ce corps d'une maman, il y a quand même du soutien, de l'accueil, de la plénitude, et ça gloute autour de moi, et je suis quand même pas si mal que ça. Mais ça ne dure que 9 mois, et il y a de nouveau séparation, évacuation, et je me retrouve à devoir respirer par moi-même. 2 traumatismes dans ce passage successifs, avec chaque fois une impression de contraction, séparation, éloignement, exil, par rapport à un état premier, dont je garderai peut-être à vie la nostalgie. C'est une piste. C'est une piste qui peut nous éclairer. Parce que si effectivement on croit au fait que nous sommes un être spirituel, que l'essence de notre être, c'est notre âme, et que ceci est juste un vêtement de chair, ben nous ne sommes séparés de rien. La conscience est complètement reliée. Ce n'est pas l'illusion de l'individuation dans un corps qui va nous faire séparer de notre essence profonde. Nous sommes interreliés.
C'est une proposition, hein. Vous pourriez considérer que j'affabule complètement. En tout cas, dans cette double contraction, on observe que deux croyances de base peuvent se fomenter dans notre esprit. La première, c'est « je ne m'en sortirai pas tout seul, il faut absolument qu'on s'occupe de moi ». Et bien sûr que c'est normal pour un nourrisson de penser ça. Il faut qu'une mère l'allaite et qu'un entourage prenne soin du petit nourrisson fragile. Mais juste à côté de cette première croyance, « je ne m'en sortirai pas tout seul », s'instaure une autre croyance, c'est que je ne peux plus que compter que sur moi-même dans ce monde-là. Je dois absolument apprendre à m'affirmer et à trouver ma force intérieure. Et nous aurions là une origine de deux polarités dans nos vies, l'hyperdépendance au regard des autres, il faut qu'on s'occupe de moi et que j'appartienne au groupe, et en même temps l'hyper-individualisme, je m'en sortirai que tout seul et au diable les autres. C'est juste intéressant d'imaginer que ça a pu éventuellement s'encoder comme ça à un certain moment, et que s'il y a eu encodage, on peut désencoder. C'est bien ça mon propos, bien sûr. Alors, ces différents conditionnements ont pu nous amener à avoir un système assez automatisé de pensée pour résister à travers l'incarnation. Certains enfermements, comme je l'évoque là. Et pour nous sentir exister, nos systèmes éducatifs nous ont souvent amenés à faire. Nous courons de choses à faire en choses à faire, on l'a évoqué un peu au début. Et ça donne une impression d'intensité, mais souvent à côté de ce qui est vraiment l'intensité. Personnellement, j'en parle en connaissance de cause, j'ai longtemps pris mon agitation pour de l'intensité. Je courais de choses à faire trop vite. C'est une des raisons qui m'a amené en thérapie pour apprendre à pacifier mon rapport au temps, retrouver un rapport au temps doux. Mais effectivement, du fait de cette impression d'être séparés, nous n'avons pas l'impression que nous existons suffisamment et souvent nous nous agitons. Ça nous donne une soi-disant impression d'être vivant. Si vous regardez à travers l'histoire, les sages, les moines, les moniales, les ermites, qu'est-ce qui est significatif? Ils ont ralenti pour être dans l'essence de l'être. Ils ont juste fait ce qui est nécessaire pour vivre. Assurer une ressource, construire un abri, étudier dans des beaux livres, et poser. Et alors le flot de la vie est puissant à l'intérieur. Oui. Je l'évoquais, nous avons créé une culture du malheur assez chosifiante, qui est objective, qui matérialise et qui est devenue assez cynique. Nous avons créé une culture très attachée à la forme, au look, à ce qui apparaît, très superficielle, ça ne nourrit pas en profondeur. Et nous sommes nombreux à avoir des impressions de vide et de manque. Ben oui, il est temps de regarder autre chose que la forme et l'apparence. Et enfin, nous arrivons au conditionnement de la science. Je vous l'ai dit, les personnes qui font ce chemin-là, comme Solange, ont accepté de déconditionner leur esprit de certaines formes de pensée. Solange a accepté de se dire « je ne vais pas m'occuper des enfants parce qu'il faut, je vais m'occuper d'enfants parce que j'en ressens une profonde joie et je ressentirai plus de joie si je suis indirectement en rapport avec eux en faisant de la comptabilité plutôt que des jeux dans la classe. » Travailler à déconditionner notre esprit. Et là, je voudrais revenir à ce qu'on a évoqué en début de conférence. On a parlé des recherches scientifiques qui ont pu nous plomber d'un certain regard. On s'est arrêté à ce qui est visible et palpable, dans une vision où l'esprit est distinct de la matière. Eh bien, écoutons un petit peu juste les trouvailles plus contemporaines. Erwin Laszlo nous dit « le cerveau fait des vagues ». Nous sommes un émetteur-récepteur, comme un téléphone portable. Nous captons et nous émettons. Et ce qu'il y a entre nous, là, ce n'est pas du vide. C'est un champ d'information en interconnexion constante. Il se passe du subtil qui n'est pas encore mesurable. Erwin Laszlo nous dit ça. Rupert Sheldrake, un chercheur britannique, nous parle des champs de conscience qui nous rassemblent. Et il fait des expériences intéressantes que l'on sont facilitées par Internet aujourd'hui sur la télépathie. Et il s'interroge, qu'est-ce qui fait que le négociant en vin de Londres vient acheter son vin à Bordeaux, il négocie ses contrats dans la journée, donc il peut reprendre l'avion du soir et rentrer plus tôt que ce qui était prévu le lendemain ou les jours suivants.
Quand il décide, ah ben je peux sauter dans l'avion du soir et je rentre à la maison, le chien-chien qui est resté dans l'appartement à Londres bat la queue pour dire mais maître rentre. Par où le chien-chien a-t-il perçu un état de conscience qui se passe à Bordeaux, alors que lui, le chien, il est à Londres? C'est de la télépathie. Serions-nous interconnectés? Et je ne serais pas surpris que ça vous sera arrivé de tout d'un coup repenser à un souvenir, à un copain, à un voyage, à une vacance, et puis tout d'un coup, la personne en question vous appelle, vous envoie un mail, ou on en parle dans une conversation. Synchronicité, comme l'évoquait Jung. Des choses se passent de façon synchrone, assez inexplicable. Le Rupert Sheldrake nous parle également d'un phénomène bien intéressant qui va bien nous servir ici sur le propos de l'enchantement, qui est comment se constitue une masse critique qui peut emporter une bascule de conscience. Et peut-être certains parmi vous auront entendu parler du phénomène du centième singe. Ça vous dit quelque chose, le centième singe? Il y a des personnes qui ont entendu ça? Oui? Allez voir sur Internet, elle est très amusante à lire. Alors c'est peut-être un mythe, mais peu importe, les mythes sont là pour soutenir notre réflexion. Hein. Mais tapez le centième singe, vous verrez l'histoire. Je vous raconte une histoire parallèle que nous conte Rupert Sheldrake, ce chercheur britannique contemporain, qui est un peu l'équivalent. Des chercheurs ont observé que des mésanges dans un certain village en Angleterre avaient découvert que d'un coup de bec à travers la lamelle d'aluminium des bouteilles de lait posées par les laitiers le matin sur les pas de porte, elles pouvaient boire la crème du lait, et elles se sont passé le message d'un coup d'aile, viens voir, et par observation et imitation, de plus en plus de mésanges dans ce village ont adopté le comportement. On explique ça. C'est un processus d'observation et imitation très courant. Mais à un moment, ce processus se répand à travers tout le Royaume-Uni, d'une manière que ne peut plus expliquer l'observation et l'imitation, parce que c'est allé trop vite. Par où est passé le message? Et c'est là qu'on parle de centième singe ou de centième mésange, et peu importe le nombre. Mais quand un petit groupe d'individus a acquis une nouvelle conscience, à un moment, il y a un saut quantique, ouf, ça se diffuse à l'ensemble de la communauté. Vous imaginez la puissance qui est là-dedans? Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire que toute la planète ait décidé d'avoir une nouvelle conscience et d'être plus dans le partage, dans l'enchantement, dans les vraies valeurs. Ça veut simplement dire qu'une petite communauté habitée de façon très cohérente de ces valeurs peut créer un effet de bascule. C'est étonnant, non? Le pouvoir de la conscience. Continuons encore avec 2-3 découvertes scientifiques. Le principe de non-localité a été découvert. Si vous mettez 2 particules en présence ici à la Grande Motte et que vous emmenez une particule à Sydney de l'autre côté de la planète, là tout en dessous, et que vous informez la particule qui est ici d'une nouvelle donnée, l'autre la capte immédiatement. Par où ça passe? D'où vient cette interconnexion que l'on commence à mesurer? C'est incroyable. Est-ce qu'il y aurait de l'esprit dans la matière? Est-ce qu'il y aurait effectivement du subtil qui nous interconnecte et qui nous enchante, et dont nous parlaient peut-être les fables, et que semblent bien connaître les chamans et les druides à travers la planète depuis des millénaires? Ce sont des questions. Vous connaissez peut-être le travail d'Emoto, chercheur japonais. Si vous n'avez pas connaissance, allez taper Emoto sur Internet, vous verrez. Il s'est intéressé à mettre de l'eau dans des petits flacons, à geler l'eau, et sur les flacons, il met sur certains des mots à consonance positive, joie, entraide, reconnaissance, gratitude, et sur d'autres, il met des mots à consonance négative, carnage, vengeance, crime, et il gèle l'eau, et il prend les copeaux de glace et il les met sous son appareil de photo avec microscope, et ce qu'il se dégage, c'est que les mots à consonance positive ont fait des cristaux de glace d'une beauté magnifique, on dirait les vitraux de cathédrale. Et de l'autre côté, c'est tout fondu et ça n'a pas l'air de grand-chose. Il fait la même expérience avec de la musique. Il passe du Bach à certains petits flacons d'eau et il passe de la musique hard rock destroy à une autre partie des petits flacons. Même phénomène. Harmonie merveilleuse d'un côté, cristaux tout fondus, un peu bizarre de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Est-ce que l'eau pige? Est-ce qu'il y a une sorte d'intelligence? Comment ça se fait que la vibration d'un mot sur une étiquette puisse avoir un impact sur l'eau qui est
dans le flacon. Est-ce qu'il n'y a pas de l'enchantement dans cette vision d'un monde interconnecté, dans lequel les choses se parlent? Et on connaît, même si on commence à connaître, vous le savez, tout ce qui se murmure, se transmet entre les racines et les champignons pour s'informer, protéger les arbres, les champignons, les racines, les plantes. C'est juste extraordinaire, cet univers n'était pas visible et tout d'un coup on s'en intéresse évidemment. Et donc voilà quelques découvertes qui nous permettent de réaliser. Notre esprit a été pétri dans l'idée qu'on est dans une grande machine qui tourne juste pour tourner et que ça n'a aucun sens et qu'il n'y a pas d'interconnexion, c'est juste une horloge avec des petites poulies. Eh ben non, c'est un être vivant qui interconnecte, qui passe des messages, qui est fécond, qui se pollinise. On a eu l'idée que l'esprit était distinct de la matière. Ben non, il semble qu'il y ait de l'esprit qui circule. Et pour ce qui est de l'entraide, puisqu'on avait parlé de Darwin et que la loi, qu'on avait retenu seulement que la loi de l'évolution serait manger ou être mangé, ben non, l'entraide, elle a fait l'objet d'un très bel ouvrage de Pablo Servigne que je vous recommande. L'entraide, l'autre loi de la jungle. L'entraide, l'autre loi de la jungle. Les espèces qui demeurent sont celles qui savent s'entraider. Il est temps qu'on s'imprègne de ça. Si nous voulons demeurer, nous avons absolument besoin de nous entraider. Et, bonne nouvelle, la coopération, on va le découvrir de nouveau en observant comment fonctionne notre striatum, la coopération est une occasion de profonde gratification. Nous aimons nous entraider, ça nous apporte un bien fou. Ben, créons des biens et des services dans l'entraide. Petit à petit, petit à petit. J'en termine avec une image qui date un peu, parce que je l'ai mise dans mon bouquin du jeu au nous sur l'intériorité citoyenne, et à l'époque elle datait déjà d'une dizaine d'années, mais peu importe. C'est une expérience qui a été faite aux États-Unis dans une 50 villes. On a constaté qu'il y avait beaucoup de délinquance et de petite criminalité, et on a fait l'exercice de voir est-ce que la méditation peut avoir de l'impact. On a invité les méditants qui voulaient se rejoindre dans des grandes salles à méditer tous ensemble, parfois 300-400 personnes qui méditaient, chacun selon sa pratique, pendant quelques heures. Et on a constaté que tandis que les méditants méditent pendant ces quelques heures, les taux de criminalité et de petite délinquance chutent significativement, de l'ordre de 25%. C'est pas rien. Et donc, sauf à imaginer que tous les délinquants sont allés méditer ensemble, on peut considérer qu'un état de conscience intense, rassemblé dans une salle, crée une sorte d'égrégore qui est contagieux, qui a un impact sur la société. Et notez bien que cette expérience ne fait que confirmer ce que, à travers le monde, les moines, les moniales et les ermites tentent de faire, à apporter de la densité, de la profondeur, de l'inspiration, du souffle sur cette planète tellement bousillée par les égos et le matérialisme. Hein ? Notre vie intérieure ne regarde pas que nous. Elle commande et même féconde notre vie sociale. Malheureusement, nous avons créé une laïcité étouffante. S'il était bien sûr essentiel de séparer l'Église de l'État, ça c'est sûr, bien évidemment. Mais il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire par là que nous avons tous absolument besoin d'une vie intérieure pour bien vivre. Et on peut vivre une très très riche vie intérieure, généreuse et inspirée, sans avoir de pratique religieuse. C'est mon cas par exemple. Même si j'ai grandi dans la tradition catholique très pratiquante, ça ne me convenait plus à un certain moment cette pratique. Mais j'avais absolument besoin de l'inspiration spirituelle. Mais donc notre laïcité est étouffante, parce qu'on ne parle pas d'intériorité. C'est tabou, on n'étudie pas le sujet. Alors que ce serait tellement précieux qu'à l'école, tout le monde apprenne comment font les peuples à travers le monde pour trouver du sens. Quelles sont leurs clés, leurs rituels, leurs pratiques, leurs chants, permettant d'avoir une vie intérieure riche et de traverser les circonstances de la vie. La laïcité, ce n'est pas l'abandon de la vie intérieure, à mes yeux. C'est le côtoiement fécond et profondément respectueux
de toutes les formes de vie intérieure, religieuse ou pas religieuse. On peut avoir une pratique religieuse, bien sûr, très inspirante aussi, mais on peut également observer malheureusement que certaines personnes sur notre planète peuvent avoir une pratique religieuse sans aucune vie intérieure, et que ça crée de gros dégâts. Alors, nous acheminons doucement vers la clôture de cette conférence. Comment nourrir une intériorité transformante? Je l'ai appelée comme ça pour bien montrer que ce n'est pas statique, l'intériorité. C'est quelque chose qui nous transforme. C'est un creuset, comme le creuset des alchimistes, dans lesquels ils tentaient de transformer le plomb en or. Et on essaye de transformer dans ce creuset d'intériorité le plomb de notre souffrance en l'or de notre paix, le plomb de notre division, séparation, morcellement, en l'or de notre unité, le plomb de notre vide intérieur, en l'or de notre conscience de la plénitude. C'est ça le travail qu'on peut apprendre à faire. Et pour ce faire, j'aime bien rappeler que certaines personnes nous ont donné l'exemple. En terminant mon bouquin du jeu Uno, il y a des années, il est sorti en 2008, je me souviens d'avoir relu des textes sur ou écrits par Gandhi, Martin Luther King, Václav Havel, président de l'ex-Tchécoslovaquie, et bien sûr Mandela. Et je réalisais que ces trois personnes ont réussi à faire des changements sociopolitiques considérables dans leur pays, à bousculer la conscience, à apporter de nouvelles structures, d'une manière qui était inimaginable quelques années plus tôt. Et que s'ils avaient ce charisme d'emporter les gens dans un projet de renouveau complet de la façon d'être ensemble, eh bien c'est que parce qu'ils avaient nourri, enrichi une vie intérieure profonde, notamment à l'occasion d'emprisonnement, parce qu'ils ont tous fait des années de prison, et qu'effectivement, dans des circonstances aussi cloisonnantes, la ressource qui demeure, c'est l'intériorité. Mais pas pour être juste un contemplatif béat, mais pour pouvoir, avec cette force intérieure, transformer et bousculer les habitudes qui ont besoin d'être bousculées. Quelle puissance, oui. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Et quand je pense à certains de nos hommes politiques, il me vient l'envie qu'ils puissent faire quelques années de prison, de méditation, pardon. Merci. Quelques clés pour nourrir notre vie intérieure. Rester sur notre fil rouge autant que possible, ou en tout cas travailler le fil vert qui nous en ramène, se poser régulièrement la petite question: comment ça va, comment je me sens, qu'est-ce que j'aime qui fait sens et envie, qu'est-ce que j'aime pas et que j'ai besoin de transformer. Ne plus se résigner longtemps. Il y a des moments où effectivement on est à un moment dans une période qui ne nous convient pas, et c'est pas le temps de tout bazarder et tout bâcler, hein. Mais petit à petit mettre un processus de changement. Si nous sentons que nous sommes mal à l'aise, pour revenir à des états d'aise, c'est là que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Vivre régulièrement de la gratitude, c'est pas bisounours la gratitude, vous le savez sans doute, hein. La psychologie positive nous prouve aujourd'hui que les personnes qui vivent de la gratitude sont en meilleure santé, se leur relèvent plus vite de maladies si elles ont chopé un truc, et ne font pratiquement pas d'accidents cardiovasculaires. C'est pas mal quand même, hein, sur le plan de la santé physique. Mais sur le plan de la santé mentale, et je dirais relationnelle, c'est des personnes qui se révèlent bien plus bienveillantes. Et ça se comprend. Si depuis ce matin, depuis il y a 15 jours, depuis il y a 15 ans, je vois les choses belles et bonnes et j'ai de la gratitude pour ça, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je célèbre, je remercie, je louange, enfin vous mettez les mots que vous voulez, et bien quand la relation devient frictionnante avec l'autre, ce qui ne manque pas d'arriver tôt ou tard, hein, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, eh bien je recherche l'enchantement, comment est-ce qu'on va se réenchanter et retrouver du plaisir d'être ensemble. Mais si depuis ce matin, depuis il y a 15 jours, depuis il y a 15 ans, je m'agace de tout, je vois le verre systématiquement à moitié vide et je me plains sans arrêt, sans rien mettre en place pour changer de vie, quand la relation devient frictionnante avec l'autre, je lui casse la gueule. Ou je lui balance le mail agressif. Ce qui est la version contemporaine du gourdin de Cro-Magnon.
Oui. Développer de la gratitude régulière. Ou réapprendre à s'émerveiller, voir le monde, ne pas être distrait. Vous savez, on prête cette petite formule à Bouddha, et un jour un disciple lui demande « Maître, est-ce qu'il y a d'autres êtres éveillés comme toi sur notre planète ?» Et Bouddha répond « Mais bien sûr, tous les êtres sont éveillés, mais la plupart sont distraits. Ne soyons pas distraits, voyons le monde. Ne soyons pas le nez sur nos écrans avec la capuche fermée et le casque sur les oreilles. Hein. Vous voyez le modèle ? Et relevez la tête, écoutez avec ses oreilles, regardez le monde qui est vivant autour de nous. C'est urgent que nous puissions passer ce message et être contagieux de ça. Heureusement, je rencontre beaucoup de jeunes qui réalisent bien le risque est d'être piégés dans ces outils est là et qui veulent s'en sortir. Enfin, apprenons à réaliser que nous sommes, nous les êtres humains, en tout cas c'est ma proposition, vous en faites ce que vous voulez, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Ça dérange. C'est trop petit ce vêtement de chair et d'os pour l'aspire, souffle, action qui nous habite. Nous aspirons à beaucoup plus vaste. Et nous avons donc besoin de contempler ça, de savourer ça, d'être aimantés par cette aspiration. Je pense que même si nous n'avons pas du tout de pratique spirituelle ou de vie intérieure, tout être humain pourra se reconnaître dans l'idée qu'il y a une dimension infinie, de désir de paix infini, d'harmonie infinie, de sécurité infinie, de partage et d'entraide infinie. Donc ce n'est pas un enjeu qu'on soit praticien ou pas praticien d'une vie spirituelle ou a fortiori religieuse. Je pense que tout le monde sent ça. Et que si nous ne prenons pas soin, par des moyens à trouver pour chacun, de nourrir cette dimension d'infini, par la présence, par la méditation, par la contemplation, par la prière, pourquoi pas, mais également par la pratique d'un art, par le chant, par la danse, par la peinture, par la présence à la nature, à la forêt, au souffle, à la montagne. Si nous ne prenons pas soin de nourrir cette dimension de nous qui est infinie, eh bien, elle a du mal à se contingenter dans la finitude de l'espace-temps. C'est trop petit. Et j'en veux à tout le monde. Et je deviens amer, agressif, violent. Ou j'entre dans des mécanismes de compensation. Et c'est clair qu'une petite fumette me donne l'impression de repartir vers l'infini. Et c'est vrai que 3 bouteilles de vin, je suis pas mal dans le nirvana. Hein, etc. Vous voyez ? Enfin, nous nous acheminons vers la conclusion. La prochaine fois, non, encore un petit mot, juste un tout petit mot. Certains, parmi les plus âgés parmi vous, se rappelleront du rideau de fer qui coupait l'Europe en deux, avec le monde soviétique communiste vers l'Est et l'Occident par ici. C'était un truc qui a coûté la vie à beaucoup de personnes et qui était un véritable scandale d'avoir ce mur au milieu de l'Europe. Eh bien, à un moment, il s'est dissous, en 1989, par une montée de conscience de part et d'autre et la collaboration de Gorbatchev et de Reagan. Et ce truc qui aurait pu être sans nom, tout d'un coup, il se démantèle et Rostropovitch, je me souviens, va jouer du violon sur les ruines du mur. C'est magnifique. Montée de conscience. En Afrique du Sud, avec l'arrivée de Mandela, tout d'un coup on décide l'amnistie générale et on sort de l'apartheid. C'était un truc aberrant, évidemment, qui aurait pu se terminer dans des bains de sang. Et tout d'un coup, montée de conscience, on essaye, et je ne dis pas qu'on est arrivé partout et que tout est réglé, évidemment, mais on essaye de cohabiter dans le respect mutuel. Montée de conscience, oui. C'est à ça que nous sommes invités, faire monter la conscience. Et donc, j'en conclus. La prochaine fois que vous vous sentirez coincé dans votre petit bocal de votre vie, de vos habitudes, de vos blessures, parfois de vos traumatismes, et que vous ressassez ça comme un petit poisson rouge qui tourne dans son bocal, dans son petit espace, parfois même jusqu'à la nausée, à force de tourner en rond, rappelez-vous que le petit bocal de votre vie individuelle, il est posé au fond de l'océan de la grande vie universelle, qui a commencé bien avant vous et terminera bien après, si elle termine.
Et que donc il vous appartient à tout moment de travailler à une certaine montée de conscience pour quitter vos enfermements et entrer dans la plénitude. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil si chaleureux, si généreux. Merci beaucoup. Ça m'apporte beaucoup de gratification, de contentement dans mon travail. Et merci pour les témoignages que je reçois quand je signe les livres, tellement de témoignages personnels et chaleureux. Merci de tout cœur pour ça. On peut prendre 3 questions. On les limite parce qu'on est nombreux, mais on peut prendre 3 questions si vous voulez. Je pense que Muriel est là avec un micro. Merci beaucoup. Vous parliez de création d'égrégores. Et en ce moment, il y en a dans le monde entier. On nous invite à créer nous-mêmes cet égrégore pour mettre de la lumière sur nos ténèbres et nous relier, nous reconnecter tous à 21h21 pour ici, en France, mais il faut regarder partout, pour être tous unis dans cette création d'égrégore. Merci. Quel jour, dites-vous, ça a lieu, ça? C'est tous les jours. À tous les jours. À 21h21. Se relier. En conscience. En conscience. Merci. Merci. Oui, merci de partager l'information. Je vais lire. Si vous voulez 2 autres réactions, vous pouvez appeler Mireille. Tiens, vas-y, Nicolas. Ah, voilà. Vas-y. Merci. Alors, tout d'abord, bonsoir, c'est un honneur, merci. Merci. Alors, ma question, elle est plutôt sur un registre professionnel. Donc, moi, j'exerce l'accompagnement thérapeutique, entre autres. Je travaille également dans le milieu spirituel et je suis très intéressée par votre méthodologie de travail. Donc, ma question, elle est très simple. Est-ce qu'il serait possible d'entrer en relation avec vous directement pour échanger ? Non, mais c'est une vraie question. Pour échanger quant à vos méthodes de travail et puis discuter aussi de votre parcours professionnel que je trouve passionnant. Ben merci d'abord pour cette appréciation. Voilà. Merci. Je suis touché que ça vous parle et peut-être que ça vous inspire. Ben oui, je dirais, pour être tout à fait sincère, c'est que je reçois beaucoup de demandes de cet ordre-là et je n'ai pas forcément le temps. Doute, oui. Ouais. Mais, dans le cadre de l'exercice, par exemple, est-ce qu'il serait possible de prendre rendez-vous à votre cabinet ou auprès de... Non, mais c'est dans un esprit de curiosité intellectuelle, bien entendu. La meilleure façon de voir comment je travaille, c'est peut-être de suivre une formation que j'anime. Ça, c'est la meilleure façon, je pense, pour voir dans quel esprit, qu'est-ce qui est au cœur de ce travail, qu'est-ce qui est accessoire. Ce serait la meilleure façon parce qu'en parler, ça ne va pas vous montrer. Et par contre, venir faire un atelier, ça va vous permettre de voir. Et là, je ne vous entends pas. Désolé. Il y a une 3e question. Ben, merci à vous. On peut garder un contact par mail si vous voulez. Hein. Merci en tout cas de votre intérêt. Merci beaucoup. Une dernière interaction. Oui, bonsoir, merci bonsoir. beaucoup. Merci pour cette conférence. Je prends sur moi pour prendre la parole devant tout le monde, pour en fait annoncer le Festival de la Paix ce samedi, ce dimanche à Villeneuve. Donc c'est un festival entièrement gratuit, porté par des bénévoles et qui est vraiment sur voilà, tout ce que la thématique de ce soir. Et voilà, désolé, oui, c'était pas une question, mais c'est pour prolonger ce merveilleux moment.
Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je propose de clôturer et de vous inviter à bien rentrer chez vous géographiquement, mais aussi chez vous spirituellement. Bon retour.